Tous les perdants de concours médiatiques avaient vécu cette même souffrance. Un échec accentué par l'image permanente de la joie du gagnant. On pouvait toujours leur dire « C'est formidable d'être allé jusqu'en finale !» Mais non, personne ne pouvait se réjouir d'un parcours achevé si près du but. Il était préférable de rester dans l'ombre plutôt que de frôler la lumière. L'amertume en était décuplée. Cette citation est extraite du roman numéro 2 du romancier français David Fuenquinos, paru en 2022, et qui raconte l'histoire à demi fictive de Martin Hill, un jeune garçon sélectionné parmi des centaines d'autres candidats pour incarner le rôle d'Harry Potter au cinéma, avant que ce rôle ne soit finalement dévolu à un autre finaliste, Daniel Radcliffe, qui avait un petit quelque chose en plus. Ce roman est donc l'histoire d'un échec, le genre d'échec qui décide brutalement de votre destin personnel. L'histoire personnelle de Martin Hill est tentée par cette immense occasion manquée. La pire conséquence d'un échec, écrit Fuenquinos, c'est qu'il transforme le reste de votre vie en un perpétuel échec. Martin comprit qu'il ne s'en sortirait jamais. Eh bien, ce sombre pronostic me fait aujourd'hui penser avec tendresse à tous les étudiants qui viennent de recevoir leurs résultats aux épreuves écrites d'examen ou de concours. Je suis malheureusement placé aux premières loges pour assister chaque année à la profonde tristesse et parfois au réel désespoir de ces jeunes femmes et de ces jeunes hommes qui peuplent les rangs nombreux de tous les recalés. Croiser leurs regards est pour moi une épreuve douloureuse parce que je devine parfaitement ce qui se passe en eux à la faveur de cet échec. Souvent, ils se débattent contre un terrible sentiment d'injustice, bizarrement confondu avec le sentiment d'une honteuse nullité. Ils se disent tout à la fois que ce qui leur arrive est injuste, qu'ils auraient mérité d'être admis, et que ce qui leur arrive est pourtant la sanction d'une indéniable médiocrité avec laquelle ils vont devoir désormais vivre. Ils balancent d'un sentiment à l'autre sans pouvoir s'arrêter, ruminant et ressassant les mêmes pensées contradictoires. Quand je les vois ainsi, j'ai terriblement envie de les consoler en leur servant les vieux remèdes de la sagesse philosophique. Il y a la version stoïcienne du type « Tu as fait ton possible, le reste ne te concerne pas ». Ou la version épicurienne « Ce n'est pas le succès qui fera ton bonheur ». Ou bien encore la version nietzschéenne du type « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Mais bon, on sait très bien ce que valent ce genre de généreux conseils. Il est plus facile de les dispenser que de les suivre, et lorsqu'on est au fond du trou, ils ne sont pour tout dire pas d'un grand secours. Ils sonnent un peu creux, parce que j'ai l'impression que ce sont des remèdes trop généraux, qui passent complètement à côté de ce qu'il y a de spécifique dans la douleur d'un candidat malheureux. Je ne sais pas si on peut traiter efficacement cette douleur, et sincèrement j'aimerais que ce soit le cas, mais je suis persuadé en tout cas que comprendre exactement ce qui nous arrive dans ces moments-là, c'est déjà une façon d'avancer sur le chemin de la guérison. Alors, pour eux, et en souvenir de mes propres échecs personnels, je vais tenter maintenant ce petit travail d'éclaircissement. Tous les échecs se ressemblent, c'est vrai. Ils ont au moins ceci de commun d'être toujours une épreuve douloureuse. Par contre, il n'est pas vrai que la douleur suscitée par un échec est systématiquement la même. Il nous arrive assez souvent de réussir ce que nous avons entrepris, mais le plus souvent, il nous arrive d'échouer lamentablement et d'espérer un succès qui ne vient jamais. Fort heureusement, la régularité de nos échecs quotidiens ne s'accompagne pas de cette détresse poignante que je perçois parfois dans le regard de mes étudiants. Où est la différence ? La différence pourrait sembler résider dans l'importance de ce qui est en jeu. Il est assez frustrant quand on apprend à jouer de la guitare d'échouer à poser correctement des accords barrés, d'accord. Mais cette frustration n'est clairement pas du même ordre que le désespoir d'un candidat qui échouerait au concours du conservatoire de musique. L'enjeu n'est pas le même et par conséquent, les conséquences potentielles d'un échec ne sont pas aussi dramatiques. Ça, c'est évident. Martin Hill, le personnage du roman de David Fuenquinos, est passé à un cheveu d'une notoriété internationale qui aurait changé sa vie. De la même façon, être reçu à Polytechnique, à Normal Sup ou à HEC, c'est une perspective qui est de nature à peser lourdement sur la carrière future d'une jeune femme ou d'un jeune homme de 20 ans. Dans ces conditions, on comprend que certains échecs soient plus difficiles que d'autres à digérer.
Ceci étant dit, même quand l'enjeu est très important, la douleur de notre échec serait quand même beaucoup moins violente si elle ne s'accompagnait pas en même temps pour nous systématiquement du sentiment qu'un jugement a été rendu sur nous. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas simplement la pensée d'une occasion manquée, même si c'était une grande occasion, qui nous accable. En l'occurrence, elle serait beaucoup moins accablante si nous arrêtions d'y voir en même temps un jugement qui a été porté sur nos capacités, jugement que, selon le cas, nous trouvons ou bien parfaitement injuste, ou bien parfaitement justifié. C'est la présence implicite de ce jugement qui est destructrice et qui nous pousse à la fois à accepter la sentence, en se disant qu'on est nul, et en même temps à nous débattre contre elle désespérément, en protestant qu'elle est injuste et dégueulasse. Ce qui nous accable autant, c'est donc moins l'échec en lui-même que la façon dont cet échec s'impose à nous. On a été jugé par un jury qualifié, et ce jury a rendu sa sentence. Nous sommes mauvais, médiocres, défaillants. Nous sommes nuls. Ce qui est violent dans l'échec, observe Funkinos, c'est d'avoir perdu la maîtrise de son destin, c'est la soumission à la décision de l'autre. Être jugé par quelqu'un d'autre, c'est la seule façon dont, dans de très nombreux domaines, et pas seulement dans le domaine scolaire, on a l'impression d'être évalué. C'est un peu le modèle du tribunal étendu à la sélection des candidats. D'un côté, un juge ou un jury constitué, et en face, un individu qui est jugé et qui attend avec angoisse la sentence qui fera de lui un homme affranchi ou un homme condamné. Peu importe, en fait, la bienveillance ou la gentillesse que les membres du jury mettront à y conduire les candidats malheureux, ils ne sauraient jamais faire que leur jugement soit entendu autrement que comme une sentence. Il me semble que c'est ce sentiment-là d'avoir été jugé mauvais ou bien d'avoir été mal jugé, qui fait autant de mal aux étudiants et plus généralement qui fait tellement souffrir ceux qui, petits ou grands, attendent anxieusement qu'un jugement officiel vienne sanctionner leurs valeurs. Or, ça, c'est une illusion. Il se trouve que la réussite ou l'échec, ce ne sont pas, comme la culpabilité ou l'innocence, des choses qui pourraient relever du jugement d'un tiers. Au contraire, la réussite ou l'échec dispensent de tout jugement parce qu'ils sont déjà en soi la mesure objective de votre compétence. Certes, vous pouvez avoir du succès en tant qu'écrivain ou humoriste ou acteur en étant un médiocre écrivain, un médiocre humoriste et un pitoyable acteur. Oui, mais même dans ce cas, votre réussite est quand même la mesure objective d'un talent que vous avez su exploiter efficacement pour lancer votre carrière, même si ce talent n'est pas exactement celui qui fera de vous un artiste mémorable. Ça n'en reste pas moins un talent. Toujours, la réussite est la sanction d'une compétence, d'une certaine excellence acquise. Ce n'est donc pas parce qu'un correcteur vous a jugé mauvais que vous avez échoué. C'est plutôt parce que vous avez échoué votre épreuve que votre correcteur vous a estimé incompétent. Votre correcteur n'est pas dans la position d'un juge. C'est un simple arbitre qui n'a fait que valider votre réussite. Et comme vous savez, ce n'est jamais à l'arbitre de décider de la valeur d'un boxeur ou de la valeur d'un pianiste ou de la valeur d'un mathématicien en herbe. Cette valeur, elle se mesure tout simplement à l'aune de la réussite dans l'accomplissement d'épreuves plus ou moins difficiles auxquelles vous avez été soumis. Alors, vous me direz peut-être, très bien, mais en quoi cela peut-il être pour moi une consolation ? Je pense que si vous prenez la peine d'y réfléchir, c'est une perspective qui serait vraiment de nature à vous soulager, toutes les fois où vous vous trouverez en situation d'échec. Si ce que je dis est correct, alors cela signifie, premièrement, qu'aucun professeur, aucun correcteur, aucun jury de concours de quelque nature qu'il soit, ni même aucun patron, ne peut jamais juger de votre compétence. Où qu'elle se situe, votre compétence se mesure directement et exclusivement à votre réussite. N'attendez pas qu'un juge, quel qu'il soit, vienne vous donner la permission de vous croire bon et talentueux. Dans n'importe quel domaine, vous serez bon à la mesure de votre réussite. Si passer des concours ne vous réussit pas, eh bien alors vous avez toujours encore la possibilité de réussir autrement, par d'autres moyens, ou bien même de réussir ailleurs. Le seul juge de votre talent, c'est votre aptitude à la réussite. Et aucun juge ne pourra jamais décider pour vous de cette aptitude-là. Ne commettez donc surtout pas l'erreur de croire que vous avez été jugé et que votre échec est la sanction souveraine d'un tribunal compétent. Car si vous faites cela, vous vivrez avec le stigmate du bagnard qu'on a tatoué à vie. Un jugement, c'est toujours un arrêt définitif.
Vous pouvez toujours tenter de faire appel pour changer ce jugement ou de le faire réviser plus tard. Mais dans l'intervalle, vous devrez vivre avec, comme s'il s'agissait d'une marque d'élection ou d'une marque d'infamie. Au contraire, la réussite ou l'échec, ce sont des états qui sont beaucoup plus capricieux et beaucoup plus instables. Aucune réussite n'est assurée d'être définitive. Aucun échec ne pèse sur vous comme une condamnation inscrite dans les registres des tribunaux. À vouloir se croire jugé, on finit toujours tôt ou tard par se croire coupable. Relisez ou lisez, si vous ne l'avez jamais fait, le procès de Kafka. Jamais un romancier n'a mieux montré comment le sentiment de devoir être jugé répand progressivement et insidieusement dans la vie d'une personne le sentiment qu'elle est défaillante et coupable. La deuxième leçon qu'il faudrait peut-être retenir, c'est la suivante. Il se peut très bien, et c'est même infiniment vraisemblable, que vous ne serez jamais dans l'ordre de la réussite le numéro 1, le number 1. Pour des raisons bêtement statistiques, nous sommes très nombreux à figurer dans le gros du peloton, ou même en queue de peloton. Même pas comme le jeune Martin Hill, d'honorable numéro 2. Mais une chose est de se retrouver placé en queue de peloton parce que nous nous sommes battus honnêtement contre des rivaux qui étaient meilleurs et plus talentueux que nous. Autre chose est d'avoir le sentiment d'avoir été relégué en queue de peloton parce qu'un juge qualifié en aurait décidé ainsi, vous jugeant à la fois moins bon et moins qualifié que les autres. C'est un simple changement de perspective, mais il a un impact assez considérable sur celui qui vit un échec et sur la manière dont il le vit. En cessant de considérer que votre réussite est le résultat d'un jugement, vous cesserez du même coup de jalouser ceux qui réussissent mieux que vous. Comme il n'y a pas de jugement, il n'y a en cette affaire ni justice ni injustice. La réussite est un simple fait neutre et objectif. On ne souffre de la réussite des autres que lorsque cette réussite nous paraît injuste et injustifiée, lorsqu'on en fait donc le résultat d'un jugement qui aurait été rendu par on ne sait qui. Je sais personnellement que je ne serai jamais un grand philosophe parce que je perçois assez bien et objectivement le talent de tous ceux qui avant moi et autour de moi me surclassent largement, en réussissant des odyssées intellectuelles que je n'oserais jamais entreprendre. Ça, c'est un fait. Mais jamais je n'envie ceux qui sont meilleurs que moi, et je pense être sincère en disant que jamais non plus leur présence ne me blesse. J'admire au contraire leur talent, et leur réussite, c'est pour moi un exemple d'excellence sur lequel je me règle bien volontiers, parce que si peu que je puisse m'élever, c'est toujours par la force de cette admiration.